Song Tran Van, San Nguyen Van, Tong Phamba, Ung Tong, Fole Van, Ngaklen Van, Tran Van Oe, Nguyen Van Ung. On les appelait comment? Les Shintok. Les Shintok. Les Indo-Chinois, quoi. Hein? On les entendait arriver parce qu'ils étaient tous en claquettes de bois. C'était des simples petites planches de bois avec une lanière. On les voyait quand ils s'en allaient travailler à Indrette, quoi. Hein, tous en bande, là, oui. Et le matin, ils s'en allaient en groupe. Hein? Et puis, ils revenaient le midi. Ils retournaient à l'embauche l'après-midi et puis ils revenaient le soir. Lorsqu'on parle de l'avenue de ces Indochinois, avec des gens qui ont vécu dans le bourg de Saint-Jean-de-Boiseau, ils lui disent, nous on ne les a jamais vus, on ne les a pas connus. Il n'y a que les gens de l'environnement, les plus proches d'habitation, qui ont eu quelques rapports avec ces Indochinois. 1939. Les ouvriers d'Indrette sont envoyés au front. L'Arsenal a besoin de main-d'œuvre. L'État français fait alors appel à ces lointaines colonies. Près de 300 jeunes Indochinois seront mobilisés pour travailler dans les ateliers. C'est des gens vraiment qui ont été réquisitionnés d'office d'un milieu agricole pour les implanter dans un milieu industriel, dans un pays qu'ils ne connaissaient pas et dont ils ne parlaient pas la langue. Ils seront logés un peu à l'écart des bourgs de Saint-Jean-de-Boiseau et de la Montagne, répartis dans 2 camps, dont celui-ci. L'Arsenal d'Indrette a récupéré cette carrière qui était désaffectée pour y construire des bâtiments. Et dans ces bâtiments, donc, on avait mis un couloir central avec des boxes dans lequel chacun avait un petit emplacement pour sa vie courante. Disons que les baraquements, c'était des constructions assez légères. C'était sur un sous-sol, un soubassement de parpaing et avec un plancher en bois. Et les plafonds à l'intérieur, c'était du carton. Au pied de la falaise de pierre, le quotidien est très rudimentaire. Il n'existe par exemple qu'un seul point d'eau pour 213 hommes. C'était là leur principale source pour faire la toilette et laver leur linge. Ils n'avaient rien dans les baraquements pour le faire. Simplement les poêles pour faire sécher le linge l'hiver. Compte tenu qu'ils n'avaient qu'une tenue vestimentaire, le paquetage qu'ils avaient eu au départ, il fallait donc que régulièrement le linge soit lavé et aussitôt il rentrait dans la cabane pour le faire sécher, quoi. C'était important pour nous, ça. C'était important à l'époque. Oui. Hein. Âgée de 9 ans au début de la guerre, Monique a vu le terrain de sa famille annexé pour accueillir le 2e camp. L'un des seuls vestiges matériels qui subsistent aujourd'hui, c'est un petit bâtiment transformé en abri de jardin. Alors voilà la prison. La prison du camp. Il n'y avait pas d'autre ouverture que cette petite fenêtre-là. Vous voyez? Et on voit le trou, ce fichu trou. Par là, on passait donc les cigarettes et la correspondance avec les prisonniers. Ce qui a marqué Monique, c'est le régime militaire auquel étaient soumis ces Indochinois. Et puis aussi le manque de nourriture qui parfois donnait lieu à des échanges avec les ouvriers. On guettait et puis on disait il y en a ou il n'y en a pas, parce que c'était pas toujours... tout ça s'était fait en cachette, il fallait pas que ce soit su. Hein? Alors pour avoir du sel en cachette, ils donnaient le pain en cachette. Mal lotis, mal nourris, les jeunes Indochinois tentaient pourtant de donner le change. Pierre Fréhor les a vus, à plusieurs reprises, venir se faire photographier chez son père. Leur photo favorite, c'était en groupe autour de la table. Et ils levaient leur verre et ils faisaient... Alors papa disait, attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3, ça y est, hop. Et ils envoyaient ça, c'était destiné à envoyer à leur famille. Et ils voulaient montrer qu'on mangeait bien en France. C'était bidon, bien sûr. Ces clichés-là ont malheureusement été détruits dans un incendie. Les rares images de cette époque qui nous sont parvenues sont celles des interprètes des camps qui parlaient suffisamment bien le français pour nouer des contacts
avec la population. Eux, ils avaient cette chance, c'est qu'en allant chez les gens du voisinage, là, ils arrivaient à être nourris correctement puisque les gens leur offraient le repas, etc. Principalement en fin de semaine, les jours où ils travaillaient pas, bien sûr. Arrivés en 1939, les jeunes Indochinois repartiront en avril 1941. 5 ou 6 d'entre eux resteront, s'installeront dans la région, mais malgré de longues recherches, Jean-Luc Ricordeau a perdu leurs traces. Il a seulement retrouvé les actes de décès de 2 de ses ouvriers, mais leurs tombes, elles, ont disparu. Compte tenu qu'il n'y avait pas de famille derrière pour continuer à payer des concessions, eh bien ces tombes ont été désaffectées et réaffectées à d'autres personnes, si bien qu'il ne reste plus aucun témoignage de l'existence de ces gens qui sont venus travailler dans les camps et qui ont eu une jeunesse brisée en fait au service de la France. Et malheureusement aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait une reconnaissance de ce côté-là, quoi. Il serait bien qu'on rappelle un peu l'existence de ce passé pour lequel la France, on peut pas dire, a été très très glorieuse, quoi. Do van Thieu, Song Tran Van, Levan Gok, San Nguyen Van, Levan Pho, Tran Van Song, Tong Phamba, Nguyen Dong, Ung Tong.